Good morning to everybody. Président, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, Monsieur Bomblé. Avant de commencer votre déposition, j'ai quelques étapes préliminaires à accomplir. Tout d'abord, nous devons vous identifier pour le dossier de l'affaire. Pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, vos noms, date et lieu de naissance? Mon nom est Bomblé, mon prénom Frédéric. Je suis né à Schaerbeek, Bruxelles, le 13 octobre 1952. So you're a Belgian. Vous êtes donc belge? Belge, Monsieur le Président. And for the record, Et votre profession, nous la connaissons, mais c'est pour le compte-rendu, puisque je pense qu'on va en parler à l'envie aujourd'hui. Mais votre profession pour le compte-rendu, s'il vous plaît. Liste pour le parquet de Bruxelles et je suis aussi professeur de médecine légale. thank you very much. Merci beaucoup. Vous allez donc déposer en français. Or, je parle anglais. Certains d'entre nous ici parlent anglais, d'autres en français. Mais fort heureusement, nous avons des sténotypistes et des sténotypistes qui consignent par écrit tout ce que nous disons et des interprètes qui traduisent ce que nous disons. Donc, nous devons ne pas parler trop vite pour que tout le monde puisse faire son travail correctement. Ne parlez pas trop vite. Surtout, ne prenez pas la parole avant que l'interprétation ne soit finie. Et surtout, si vous répondez à des questions dans votre propre langue, posées dans votre langue aussi, qu'il n'y ait pas de chevauchement. So if I give you a sign with the hand, it's just to. Et si je vous fais des signes de main, ce sera pour vous ralentir. J'entendrai des protestations venant des cabines. So now you are aware that this chamber has. Donc, vous savez bien sûr que cette chambre a été créée pour juger de l'affaire dont la cour a été saisie, l'affaire contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Et vous êtes venu comparaître pour nous aider à la manifestation de la vérité, dans votre domaine, bien sûr, de compétences. Le bureau du procureur va vous poser des questions. Ensuite, les deux équipes de défense vous poseront des questions. Si à un moment ou à un autre, vous vous sentez pas bien ou ça ne va pas, faites-le moi savoir et trouvons une solution. Bien. Avant de passer la parole au bureau du procureur pour qu'il commence à vous poser des questions, vous devez vous engager solennellement à dire la vérité. Car c'est votre seule obligation ici. Vous devez répondre aux questions avec véracité et du mieux que vous le pouvez. Veuillez s'il vous plaît donc lire la petite carte qui est sous vos yeux. Il s'agit de la déclaration solennelle de dire la vérité. Solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Merci beaucoup. Dernière information à vous donner. C'est mon devoir. Je dois donc vous informer que tout faux témoignage devant cette cour est sanctionnable. Donc si vous avez compris cela, compris tout le reste, vous êtes prêts? Je passe la... Vous êtes prêts? Thank you. Then Merci beaucoup. Je passe donc la parole à Madame Pack, représentant le bureau du procureur, qui va vous poser des questions. Vous avez la parole, Madame Pack. Madame Pack, merci beaucoup, Monsieur le Président.
Bonjour, mesdames, messieurs les juges, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Bomblé. Je suis Mélissa Pack, nous sommes déjà rencontrés. Je vais vous poser des questions au nom du bureau du procureur ce matin. Et ma collègue, madame Rodriguez, est à ma gauche. Donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Pourriez-vous nous dire exactement quelle est votre compétence de base? Domaine d'expertise. Je l'ai indiqué il y a un instant, j'ai une spécialité, j'ai deux spécialités médicales, mais la principale est la médecine légale. Donc ce que en anglais on désigne comme étant de forensic pathology. Donc je suis médecin légiste ou forensic pathologist. Thank you. D'accord. Merci, monsieur Bomblé. J'ai cru comprendre que mes contradicteurs ne contestent pas les compétences du médecin. Le président, écoutez, allez-y, on verra plus tard, posez vos questions. Madame Pack, très bien, merci. Je vais vous montrer votre CV, CIV OTP 0104 0005-R01. C'est une version à jour de votre CV. Et pour l'instant, c'est confidentiel. En effet, il y a des coordonnées sur ce document. Et il y aura des expurgations qui vont suivre. Le président, une minute. C'est quoi? Les coordonnées de contact d'un expert qui est connu de tous? Non. Je t'imagine qu'on le trouve sur Internet. Alors pourquoi est-ce qu'il faut le mettre sous scellé? D'après vous, ça doit être confidentiel? Est-ce que vos coordonnées, vos détails pour vous contacter devraient être sous scellé? Monsieur Bomblé, vous pensez, ou c'est public? C'est notre public, je pense. Maintenant, par habitude, les cours et tribunaux me suggèrent d'indiquer mon adresse professionnelle. Je ne sais pas si c'est elle qui est indiquée, ça je ne sais plus, sur mon curriculum vitae, ça je ne sais plus. Obviously, I mean the Le président, enfin, ça doit être votre adresse professionnelle. Madame Pack, oui, c'est l'adresse professionnelle. Le président professionnel, Madame Pack, oui, professionnel. Donc je pense que c'est bon. Le président, pas de souci dans ce cas-là. Monsieur Bomblé? Non, Madame Pack. Madame... J'ai bien raison, monsieur Bomblé, dit le président. J'ai bien raison. Now, if you look on the Donc, à l'écran devant vous, vous devriez voir le CV et on peut zoomer sur ce CV. Donc, vous pouvez peut-être nous parler de ce domaine de compétences. Donc, la page suivante, s'il vous plaît, à l'écran qui se termine par 006. you have some items there in bold. Il y a certaines choses qui sont en gras. C'est sur l'écran. Look on the screen in front of you. In fact, C'est sur l'écran. Si vous pouvez, peut-être que Madame Lucier va venir vous aider pour vous expliquer exactement comment fonctionne l'écran. The witness is okay now. Ça va, je pense que le témoin maintenant peut voir ce qui est à l'écran. Madame Pack, merci. Donc, ma question était la suivante. Pourriez-vous nous parler de domaines de compétences qui sont utiles pour nous aujourd'hui? Et j'ai remarqué qu'il y avait 3 alinéas qui étaient en gras. Oui, donc les 3 alinéas en gras désignent les spécialités médicales que j'ai acquises depuis que j'ai été agréé comme médecin. Donc la première fut l'anatomie pathologique, dont
l'objet est d'examiner des prélèvements de tissus au microscope pour en faire des diagnostics et aussi d'acquérir la technique dans les autopsies. C'est une spécialité de 5 ans. La deuxième a été obtenue quand, en Belgique, on a agréé officiellement la spécialisation en médecine légale, qui est une autre spécialisation qui dure 5 ans aussi, qui comprend des stages, qui forme à tous les aspects et activités de la médecine légale. Cette spécialité a été reconnue en 2002, comme vous le voyez. Et bien sûr, je pratiquais déjà de la médecine légale avant. Donc, c'est une reconnaissance qui a, je dirais, régularisé une situation qui était déjà reconnue en pratique. Et plus tard, j'ai encore obtenu une spécialisation en médecine d'expertise médicale, dont l'objet est d'examiner des personnes vivantes et d'évaluer leurs dommages suite à différentes situations traumatiques. C'est une spécialité qui a été reconnue par le ministère de la Santé publique en 2006, si ma mémoire est bonne, et j'ai moi-même été agréé en 2008. And just briefly, what is your experience? Et quelle est votre expérience devant les tribunaux belges pour témoigner devant les tribunaux belges? Elle remonte à plus de 30 ans. Bon, déjà au cours de mes stages et de ma spécialisation. Et c'est en 1984 que j'ai été agréé comme expert médecin légiste, expert judiciaire par le parquet de Bruxelles et donc pour les tribunaux de Bruxelles. Plus tard, j'ai encore été agréé pour d'autres arrondissements judiciaires en périphérie de Bruxelles. Donc depuis, en tous les cas, 1984, j'ai une vie professionnelle exclusivement consacrée à la médecine légale, de manière intensive, c'est-à-dire je dois répondre à toutes les réquisitions du parquet. Et à côté de ça, j'ai encore un peu de temps libre pour l'enseignement, puisque je suis professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain depuis 1991. And finally, briefly, what are the... Très rapidement maintenant, pour quel type d'affaires avez-vous témoigné? En Belgique, bien sûr. Et donc, il n'y a pas de sélection. Donc, ce sont toutes les situations où l'autorité judiciaire a besoin d'un médecin spécialisé. Et donc, ça va de l'examen de personnes vivantes suite à des coups et blessures. Ça passe par l'examen de malades mentaux. Ça passe par l'examen de personnes victimes d'abus sexuels. Ce sont également des descentes sur les lieux, des examens externes de personnes décédées et des autopsies de personnes décédées quand le parquet l'estime nécessaire. Voilà pour les exemples principaux, mais il n'y a pas de limite. C'est tous les devoirs médicaux spécialisés où l'autorité judiciaire estime que l'on peut apporter quelque chose. Right, I'm going to... Bien. Passons maintenant à votre mission. Le président, j'aimerais interrompre, s'il vous plaît. Enfin, j'ai une question à poser à ce sujet avant que nous passions à autre chose. Est-ce que vous travaillez aussi pour le privé? Pour des victimes, pour
des avocats qui vous demandent de donner votre expertise pour un procès, ou alors est-ce que vous ne travaillez que pour le parquet? C'est-à-dire magistrat, le parquet, quoi. J'ai refusé de travailler pour le privé jusqu'à atteindre l'âge de la retraite, puisque j'ai atteint cet âge-là maintenant. Et donc, depuis cet âge-là, j'ai estimé que je pouvais aussi, dans certains cas où ça me paraissait intellectuellement intéressant, d'accepter d'étudier des dossiers pour certaines autres parties. Thank you. Merci beaucoup, Madame Pack. Merci, Monsieur le Président. Pour rebondir sur ce sujet, vous avez été expert en Belgique pour des affaires, mais est-ce que ce sont des affaires au pénal ou des affaires plutôt civiles? Je dirais que c'est à 90% ou 90% des affaires pénales, exclusivement pénales. Mais quelquefois, je suis désigné aussi pour examiner les conséquences civiles d'infractions pénales. And just again, Et dernière question, en ce qui concerne l'international, avez-vous une expérience d'expert? Oui, disons que ça a été beaucoup plus sporadique. La première fois que ça m'est arrivé, c'était dans le cadre d'une catastrophe d'un avion où il y avait beaucoup de Belges. C'était en 1995, c'était en Roumanie. Et puis après, j'ai proposé mes services au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et donc j'ai été à 3 reprises, aussi bien en Bosnie qu'au Kosovo, pour participer à des examens de restes humains. Et bon, c'est probablement parce que je me suis fait connaître à ce moment-là que j'ai été aussi sollicité pour le dossier qui nous occupe maintenant. now just going to this particular case. Bien, nous allons justement en parler. Vous êtes allé en mission à Abidjan, à la demande du bureau du procureur, en octobre 2013. Quel était l'objet de votre mission? Donc, l'objet était d'examiner des personnes qui avaient signalé avoir été victimes de faits violents survenus à l'époque. Je n'ai plus la date exacte en tête. Donc des troubles en Côte d'Ivoire, et donc un certain nombre de personnes avaient été signalées comme étant prêtes à témoigner des blessures, des dommages qu'elles avaient eu à subir à cette période-là. Donc il s'agissait concrètement d'examiner un nombre a priori indéterminé de personnes et qui finalement s'est avéré être une douzaine de personnes. Ça, j'ai découvert sur place. And do you recall who it was who? Et vous souvenez-vous de la personne qui vous a parlé de votre mission et de son objectif? Vous souvenez-vous de qui c'était? Le premier contact était le professeur Eric Baccar, qui était responsable du département à ce moment-là, en tous les cas, et qui m'a demandé si j'étais d'accord de me rendre en Côte d'Ivoire à la demande du procureur pour le tribunal, pour la Cour pénale internationale. Et donc j'ai donné mon accord, et donc les choses ont été très rapidement mises en place à ce moment-là. And so far as Alors, en ce qui concerne les instructions qu'on vous a données, vous nous avez dit qu'on vous a demandé d'examiner certaines personnes, mais
Que deviez-vous faire exactement, plus précisément, en ce qui concerne ces examens? Mais la mission qui m'a été donnée verbalement au départ a été confirmée par écrit par la suite pour chaque cas que j'ai examiné. Et donc ce qui m'a été demandé figure par écrit dans les réquisitoires qui m'ont été adressés et que vous connaissez certainement. Mais donc en résumé, il s'agissait d'examiner ces personnes, de voir quelles étaient les lésions qu'elles évoquaient et les séquelles qu'elles indiquaient, c'est-à-dire les symptômes dont elles souffraient toujours, et de voir quelles étaient les conséquences de ces séquelles au moment de l'examen, en particulier sur leur capacité de travail. Et donc le réquisitoire distinguait l'existence d'une éventuelle incapacité permanente de travail et une incapacité économique. Donc j'ai répondu aux deux questions. D'autres questions portaient bien sûr sur le lien de causalité entre ce dont elle se plaignait et les événements initiaux. Donc il me fallait aussi faire la part des choses éventuellement entre l'existence d'un lien de causalité et des choses qui étaient la conséquence de faits antérieurs ou postérieurs aux faits concernés. And just, you mentioned earlier. Vous nous avez dit avoir examiné environ 10 personnes. Alors, d'après nos dossiers, c'est 12 personnes, parce que nous avons 12 rapports, en fait. Hein. Donc, le chiffre exact, c'est 12. Interpretation. Sans doute une erreur d'interprétation. Alors, en tout, combien de temps avez-vous passé pour un examen? Mais les examens ont été répartis sur plusieurs journées. Donc, comme, si ma mémoire est bonne, grand maximum 2 ou 3 examens étaient organisés sur une journée, notamment pour des raisons de sécurité, eh bien, je me suis offert l'opportunité de rester longtemps avec ces personnes et je pense que c'était une bonne chose, c'est-à-dire de pouvoir avoir le temps de les écouter et de les écouter raconter toute leur souffrance, c'est-à-dire pas uniquement leur souffrance physique, mais également leurs symptômes psychiques. Et donc, je pense, je n'ai jamais minuté la durée des examens, personnellement, en tous les cas. Peut-être l'enquêteur qui m'accompagnait l'a fait, mais je ne sais pas. Mais je pense qu'en moyenne, on a bien passé 1h30, entre 1h15 et 1h30 par victime, ce qui est fort long pour un examen médico-légal. And following. Alors, suite à ces examens, avez-vous demandé des examens supplémentaires, par exemple des radiographies ou bien des tests de laboratoire, sur les personnes examinées, bien sûr? Dans certains cas, il m'a semblé vraiment nécessaire, indispensable, de demander des examens complémentaires. Je ne l'ai pas fait dans tous les dossiers parce que bon, les conditions d'examen n'étaient pas celles que l'on peut imaginer ici. Hein, donc on n'a pas nécessairement facilement accès à tout ce qu'on veut sur le plan des analyses de laboratoire et radiographiques. Mais donc dans les cas où ça me paraissait vraiment indispensable, avec l'aide des enquêteurs, nous avons pu obtenir ce que nous souhaitions, c'est-à-dire dans certains cas on a demandé une radiographie, dans d'autres cas on a demandé une analyse de sang. Ces examens complémentaires étaient aussi justifiés par le fait que en général ces personnes n'avaient pas leur dossier médical avec elles, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de documents papier. Certaines personnes en avaient, mais c'était pas la majorité. And did you subsequently receive?
Et par la suite, avez-vous reçu les résultats des radiographies ou des analyses demandées? Oui, oui, donc il avait été convenu que les résultats me seraient communiqués par la suite. Je pense qu'ils me sont arrivés après mon retour en Belgique. Mais donc j'ai pu collecter cette information et l'intégrer à mes rapports. And so far, Alors, en ce qui concerne les radiographies, sous quel format les avez-vous reçues? Donc, certaines radiographies m'ont été présentées par les victimes et c'était des radiographies classiques, donc sur papier argenté. Quant à celles que nous avions demandées, j'ai reçu à la fois le rapport du radiologue et la forme électronique de ces radiographies, ce qui donne une excellente qualité et si pas une meilleure qualité que les clichés argentiques eux-mêmes. thank you. Merci. Merci, Monsieur Bomblé. Maintenant, voici comment je vais procéder. Je vais procéder dans l'ordre chronologique des incidents, à part 3 qui seront traités à huis clos partiel ensemble à la fin de la comparution. Le président, 1 minute avant de commencer avec les rapports. 1 minute, j'ai une question. J'aimerais savoir comment vous avez identifié les victimes, les personnes que vous avez examinées, enfin qu'on vous a demandé d'examiner. Comment les avez-vous identifiées? Qui vous a dit que c'était bien ces personnes-là et pas d'autres qui devaient faire l'objet d'un examen? Ce travail d'identification n'était pas en pratique de ma compétence parce que j'ai été systématiquement accompagné d'un enquêteur spécialisé de la Cour pénale internationale qui s'occupait de faire amener ces personnes, de vérifier que c'était bien elles, mais visiblement ils se connaissaient déjà. Et au préalable, une formule de consentement a été expliquée aux victimes par cet enquêteur. Donc il y a eu une longue introduction avant que je ne commence à moi-même les examiner. Donc pour moi, il était acquis que la personne était identifiée par une personne compétente. And another question. Le président, autre question. Que saviez-vous au sujet des événements? Et comment est-ce que vous avez pu faire un lien entre une personne et un incident, un événement précis? Je répète n'avoir aucune compétence en matière d'enquête et de police judiciaire. Donc moi, je suis appelé pour examiner des présumées victimes. Mais donc l'examen clinique proprement dit est, comme dans tout examen médical, précédé d'un entretien, ce que nous appelons, nous médecins, une anamnèse. Et au cours de cet entretien, je commence par leur demander ce qui leur est arrivé. Je n'ai évidemment aucun moyen de vérifier à ce moment-là si ça correspond à ce qui se trouve dans les procès-verbaux d'enquête, etc. Mais si ma mémoire est bonne, les PV d'enquête, enfin certains PV d'enquête m'ont été communiqués par la suite, c'est-à-dire après mon retour en Belgique, ce qui m'a permis de constater qu'il n'y avait pas de contradiction formelle entre ce que m'avait raconté et ce que je lisais. Maintenant, je ne me suis pas spécialement attardé, me semble-t-il, sur ces commémoratifs. Je le répète, je n'ai recherché à avoir les informations que celles qui pouvaient avoir une contribution à mon examen. Thank you, Mr. Bomblé. Je vous remercie, Monsieur Bomblé. Je redonne la parole à Madame le procureur, Madame Pack. Madame Pack, merci, Monsieur le Président.
Now, just before we Avant de discuter de vos rapports, Monsieur Bomblé, je souhaitais vous demander de ne pas nommer les personnes que vous évoquées dans votre rapport, parce que certaines d'entre elles bénéficient de mesures de protection. Je vous demanderai simplement de faire référence aux pseudonymes qui figurent déjà au dossier de chacune de ces personnes. Je crois que ce serait plus prudent de procéder de cette manière-là, ou n'évoquez pas le pseudonyme non plus, si vous préférez. Nous allons commencer par le premier rapport qui concerne P106. Serait-il possible d'afficher à l'écran ce document? D'abord la lettre d'instruction à laquelle vous avez fait référence, qui porte la référence CIV OTP 0059 0364. Do this only once with the letter. Le Président, nous allons le faire une seule fois, s'agissant de cette lettre, parce qu'il s'agit de la même lettre d'instruction. Madame Pack, oui, absolument. Et avec votre permission, je les lirai simplement au fin du dossier plus tard. Le Président, non. Si vous les avez présentées dans le prétoire, cela fait partie du dossier, donc il n'est pas utile ou nécessaire de les relire. Madame Pack, oui, absolument. all right, do you have Madame Pack, très bien. Je vois que vous avez un rapport devant vous. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien des instructions écrites que vous avez reçues et qui sont datées du 6 juin 2014, comme il est indiqué ici? Vous pouvez le voir aussi à l'écran. Réquisitoire, comme nous l'appelons en Belgique, que j'ai reçu. and I would ask this I Madame Pack, j'espère que le document est diffusé de manière confidentielle pour les raisons que vous imaginez, donc c'est identifiant. S'agissant de cette lettre d'instruction, est-ce que vous avez reçu une lettre similaire s'agissant des autres personnes que vous avez examinées? Oui, donc pour chacun des dossiers, j'ai reçu une lettre similaire. and we see actually if you look in the first paragraph Si vous regardez le premier paragraphe, il est fait référence à des consignes préliminaires qui vous ont été communiquées le 23 juillet 2013 et le 13, donc 2013, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a remis ces instructions? Est-ce que vous vous en souvenez? Je ne m'en souviens plus avec certitude. Ici, c'est beaucoup d'informations par téléphone, orales, et je ne pourrais plus vous affirmer si c'était quelqu'un de l'unité de forensique ou quelqu'un d'autre, un enquêteur. Je ne saurais plus vous le dire. all right, thank you. Très bien, merci. Je vais maintenant aborder votre rapport et j'aimerais qu'il soit affiché CIV OTP 0059 0367. Veuillez l'afficher à l'écran à titre confidentiel, s'il vous plaît. Now I have a copy. If we could just pass D'une copie papier, il serait peut-être préférable que M. Bomblé dispose d'une copie papier. Veuillez lui remettre, s'il vous plaît. Ouais. Il s'agit d'une photocopie. Et je m'adresse maintenant à mes contradicteurs. Merci infiniment, Madame l'huissière. Merci. now just noting it, if you look at the first Si vous regardez la page de garde 0367 et si nous passons à la page suivante 0368 et vous avez la copie papier sous les yeux, et je fais référence donc à la cote qui est indiquée au bas de la page. Vous voyez les notes, les instructions écrites dont nous venons de parler à l'instant. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. and I wanted just to deal with a question raised by Je souhaitais revenir sur une question qui a été posée par Monsieur le juge président. Veuillez prendre la page 370. Il s'agit de la 4e page copie papier. Vous voyez l'intitulé Identité.
la rubrique identité. And no need to read out. Je ne vous demande pas de lire à voix haute ce qui est écrit là, mais nous pouvons voir la première phrase. So on. Inclut les données de la carte d'identité de cette personne parce qu'on me l'a présenté, mais je ne sais pas si ceci suffit à établir l'identité d'une personne. Et donc j'ai vu une carte d'identité. And so far as another question again raised by. Et je vous pose une autre question qui découle d'une question posée par Monsieur le juge président. Revenons maintenant à la page 3 de la version papier, donc page 369. On. Et donc, ici, vous avez évoqué précédemment un formulaire de consentement. Est-ce que vous avez joué un rôle quelconque pour ce qui est de la confirmation de la signature apposée sur le formulaire de consentement? Non, donc comme je l'ai indiqué, ça se passe en amont de mon expertise. Cette partie de la procédure était à charge de l'enquêteur. Your Honours, and I'm not going to. Monsieur le Président, je ne vais pas faire référence au formulaire de consentement, mais sachez au fin du dossier qu'il s'agit du document CVOTP 0056 0030. Le document a déjà été versé au dossier s'agissant du témoin présent et cela figure sur notre liste de pièces également. Je vous remercie. Vous avez également mentionné en réponse à des questions posées par Monsieur le Président au sujet de certains aspects des examens que vous avez effectués, vous avez parlé d'une anamnèse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est l'objet de cette partie de votre examen? Oui, donc en ce qui concerne ma manière de procéder dans le cadre de l'expertise, il s'agit d'entrer dans la vie de la patiente ou du patient et donc de le faire parler au sujet des faits. C'est la partie étude des commémoratifs de l'incident, des faits, de l'événement. Et puis de l'amener progressivement à des choses plus personnelles tels que les symptômes dont on souffre toujours et ses antécédents médicaux éventuels. Donc il s'agit du premier contact avec une personne qu'on n'a jamais vue, visant à essayer d'entrer dans sa sphère personnelle, voire dans son intimité. Et donc ça se passe sous le forme des questions. Pardon. Le juge président, pardon. Donc la méthode est une série de questions, mais les questions sont plus là pour lancer l'entretien, c'est-à-dire faire parler la personne. Ça ne marche pas toujours, il faut parfois insister, mais dans certains cas, donc la personne commence alors à expliquer spontanément ce qu'on attendait. Now, I wanted just to take you, please, because we're going to try and move fairly. Nous allons essayer de parcourir ces rapports assez rapidement parce que nous en avons quelques-uns et nous disposons d'un temps limité. J'aimerais que vous regardiez la page 0380. Et il s'agit de la page numéro 14, version papier. Et je vous demanderai de prendre la page 16, 0369 au fin du compte rendu. Non, pardon. Je vous prie de m'excuser. 0380 et 0382. Merci.
Could we have the complete year and number? La greffière d'audience, pourriez-vous nous donner la référence ERN exacte, s'il vous plaît? Madame Pack, je vous prie de m'excuser. CIV OTP, c'est le même rapport. CIV OTP 0059-0380. Et c'est la figure dans le document qui commence par la référence 0367. Merci beaucoup. And here we have a heading comment. Nous avons la rubrique suivante, commentaires et conclusions. Your signature, if we go to page. Votre signature à la page 0382. Est-ce que vous confirmez que vous avez bien signé ce rapport? Il s'agit de la page 16 de votre copie papier. Je confirme qu'il s'agit de ma signature. And as to this section of the report, S'agissant de cette partie du rapport, les commentaires et conclusions, est-ce que vous confirmez les conclusions que vous tirez dans cette partie de votre rapport? Oui, oui, elles ont été réfléchies à l'époque et je les confirme aujourd'hui. and do you have any additional comments? Est-ce que vous avez des observations supplémentaires que vous souhaiteriez faire maintenant? Je dirais qu'avec le recul du temps, j'écrirai exactement la même chose. Thank you. I will leave. Je vous remercie. Je laisse cela de côté maintenant et je vais vous demander la chose suivante. Il s'agit de ce rapport. Je prends le paragraphe numéro 4 à la page 0381, donc la page 15 de votre copie papier. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans ce paragraphe, quels sont les aspects que vous abordez? De quoi s'agit-il? Oui, au point 4, nous discutons donc effectivement des séquelles physiques présentées par cette personne. Et les séquelles physiques étant centrées sur le membre supérieur gauche, qui avait été initialement largement dilacéré, c'est-à-dire que le membre n'avait pas été amputé ou fracturé, mais la peau, les muscles, ce qu'on appelle les tissus mous, avaient été largement endommagés depuis le bras jusqu'à l'avant-bras, et en témoignait la persistance de lésions cicatricielles étendues, hypertrophiques, disgracieuses aussi, mais aussi avec des conséquences fonctionnelles, de perte de force notamment, de perte d'habileté de ce membre supérieur gauche. Il a fait également état, donc cette personne a également fait état de séquelles respiratoires, mais ce qu'il exposait n'était pas aussi spécifique, c'était des difficultés respiratoires de type, on parle de dyspnée en langage médical, c'est-à-dire de gêne respiratoire, on va dire. On pouvait être tenté de rattacher ces symptômes aux mêmes causes, mais je conserve un doute partiel parce que monsieur travaillait aussi dans un garage, en particulier à la manipulation de bains acides qui, on le sait, peuvent avoir une toxicité pulmonaire à la longue, donc une toxicité professionnelle. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé une radiographie. Cette radiographie n'a pas montré de séquelles manifestes d'ordre professionnel,
Donc ça va plutôt dans le sens d'une imputabilité au fait traumatique dont on discute. Mais ce n'est tout de même pas une démonstration absolue. Donc je pense que il y a une chose certaine, par essence certaine, c'est les lésions du membre supérieur gauche. Quant aux symptômes respiratoires, ils sont possiblement imputables, mais le lien de causalité n'a pas une valeur absolue, certaine. Voilà l'essentiel de ce que j'ai discuté au point 4.